vous présenter une autre initiative qu'on a menée ces derniers mois, qui s'appelle Scan Covid, euh, qui répondait à un besoin puisqu'on a été, enfin l'agence a été sollicitée par pas mal d'institutionnels pour extraire des données et des restitutions sur le sujet du moment, sur les séjours avec diagnostic Covid. Et on a pensé qu'il pouvait être intéressant de mutualiser ces éléments en faisant une restitution, alors un peu à l'écart de Scan Santé, puisque ça n'a pas vocation, on l'espère, à s'inscrire dans la durée, mais sur un site dédié, et puis ça nous a permis de pratiquer pour quelques-uns d'entre vous les packages de Shiny et développés sur R. Donc c'est une application qui est aujourd'hui accessible pour toute personne qui a un identifiant plage. Plage, c'est le portail d'accès aux données de la TIH, et donc normalement tous les établissements de santé, les institutionnels, fédérations, organismes nationaux ont un accès à plage, et si vous faites partie de ces organisations, vous pouvez demander à votre référent plage d'avoir un identifiant pour pouvoir vous connecter à Scan Covid. On prévoit potentiellement de mettre à disposition une version publique dans les prochaines semaines, qui proposera pas l'intégralité des restitutions, mais qui proposera des restitutions qui pourraient être intéressantes aussi pour le grand public. Donc l'application a été développée dans l'ensemble sur la base des demandes qu'on avait eues, et elle a vocation à évoluer aussi s'il y a d'autres besoins ou demandes qui émergent. Bon, c'est une application avec la visualisation et de l'agrégation qui se veut interactive, donc comme Scan Santé qui propose des indicateurs prêts à l'emploi et la possibilité d'interagir avec l'environnement pour obtenir des restitutions. Voilà, donc c'est des visualisations telles qu'on a l'habitude de les utiliser maintenant. Il y a des applications grand public que tout le monde connaît sur le Covid, sauf que Scan Covid s'appuie sur les données du PMSI, qui ne sont donc pas les données de Civic, auxquelles tout le monde, qui sont les données de référence de Santé publique France. L'intérêt des données du PMSI, c'est qu'elles sont très riches, qu'on a des informations qui ne sont pas disponibles dans Civic sur les diagnostics associés des séjours, sur les autorisations des unités médicales qui interviennent pendant le séjour, des données démographiques qui peuvent être aussi exploitées, des informations sur les actes médicaux qui ont lieu pendant le séjour. Ce sont des données beaucoup plus riches, mais qui sont remontées beaucoup plus tardivement que chez Civic, puisqu'il y a tout un cheminement des données que vous devez connaître si vous connaissez le PMSI. Donc ça n'a pas vocation à être un outil de pilotage de la crise sanitaire, ça a plus vocation, Scan Covid, à être un outil pour analyser a posteriori les séjours hospitaliers pour lesquels il y a eu un diagnostic Covid posé. Voilà, donc une fois vous êtes connecté avec Plage, vous voyez l'interface comme ceci, avec une page de synthèse qui propose des éléments, comme le nom l'indique, de synthèse sur les séjours Covid. Et je vais un peu m'attarder sur l'onglet méthodologie, qui est important, puisque on s'est efforcé de proposer des indicateurs, des agrégats de séjours qui paraissaient pertinents, sachant qu'on s'appuyait pour identifier un séjour Covid sur les codes de la CIM10 qui permettent aux établissements d'identifier, donc de poser un diagnostic Covid. Je crois que le périmètre pour Civic, c'est celui dès qu'un séjour a un diagnostic Covid, il peut être remonté sur Civic. Et nous, on s'est efforcé de proposer une restitution un peu plus fine. Donc voilà, vous avez cet arbre décisionnel avec à la base, dans le cas du MCO par exemple, l'ensemble des séjours et séances pour lesquels un diagnostic
Covid+ a été posée. On distingue les séances, on distingue donc les séjours hors séance. Au sein de cette population, on va distinguer les hospitalisations de jour qui permettent d'isoler notamment des pratiques qui ont été faites localement dans certains établissements, et je pense que vous en avez tous en tête sur l'hospitalisation des patients Covid qui rentraient et sortaient pour avoir un traitement très spécifique. Et donc, on va isoler les séjours hors hospitalisation de jour. Parmi ceux-ci, on va distinguer les séjours pour des patients asymptomatiques uniquement, donc pour lesquels uniquement le code porteur du Covid asymptomatique a été posé. Et on va distinguer aussi les hospitalisations pour lesquelles un diagnostic associé a été posé, mais qui ne sont pas des hospitalisations où le diagnostic Covid étant un diagnostic principal ou relié. Et enfin, on arrive à cet étage-là, qui est donc les hospitalisations complètes pour prise en charge de la Covid, qui correspond en fait aux hospitalisations au centre, à notre indicateur qui va être proposé par défaut, puisqu'il s'agit vraiment des hospitalisations complètes pour lesquelles le Covid est posé en diagnostic principal ou relié. Et ensuite, on peut faire la distinction avec les séjours pour lesquels il y a un passage en soins critiques et dans cette population, les distinctions entre passage en soins intensifs, en surveillance continue ou en unité de réanimation. Voilà. Donc après, il y a les mêmes principes pour les autres patients. Voilà, donc dans toutes les restitutions, carte, évolution, etc., vous avez la possibilité de choisir l'indicateur, donc le type de séjour dont je viens de parler, d'avoir un focus spécifique, par exemple pour les hospitalisations de jour dont je parlais tout à l'heure, et ceci pour l'ensemble des champs et pour l'ensemble des restitutions. Donc ça permet d'avoir quand même une approche un peu plus précise de la situation. Et ensuite, c'est une application interactive. Donc si je prends par exemple cette carte, si je vais regarder par département, je peux choisir les indicateurs, donc jusqu'à, je pense, en afficher 2 en même temps, choisir une période spécifique, afficher le ratio pour 100 000 habitants par région, et afficher soit les données cumulées pour toute la période qui a été sélectionnée, soit si on veut avoir une vision date par date, on désactive ça. Et puis, dans l'ensemble des restitutions, on a la possibilité évidemment de télécharger les données sous-jacentes si on veut les exploiter d'une autre manière. Voilà, je vais passer en revue peut-être que pour le champ MCO quelques-uns des indicateurs pour vous donner une idée. Après, je vous encourage à aller sur le site pour approfondir. Donc, sur l'ensemble de l'application, généralement, les possibilités de sélection des périodes sont mensuelles, sauf là où on a une visibilité plus précise hebdomadaire de l'ensemble des chiffres. Donc, voilà, j'ai la possibilité de choisir plusieurs régions. Donc ici, si je prends par exemple Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France pour comparer, et je rapporte au nombre d'habitants, je vois que la première vague a été plus sensible en Île-de-France qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. À l'inverse, la deuxième vague était allée dans l'autre sens. On a des restitutions par type d'établissement qui ont été sollicités, donc secteur et catégorie. Voilà, les catégories qui ont été sollicitées pendant la crise, donc le nombre d'établissements qui ont transmis des séjours Covid, et ensuite, si je veux regarder plus spécifiquement un type de séjour, la répartition selon les secteurs et selon les catégories d'établissements. Une restitution qui peut être assez fine puisqu'on peut filtrer par mois pour les 150 plus gros établissements. Donc là, j'ai l'ensemble de mes indicateurs, je peux aller voilà, en rajouter, filtrer par période, télécharger si ça m'intéresse, puis aller regarder, voilà, classer par catégorie. Bon, c'est des tableaux interactifs. On le réserve aux 150 principaux établissements puisque pour les établissements qui ont été moins sollicités, on a une obligation de
préservation de l'anonymat, et donc on ne pourrait pas afficher des données aussi fines par mois, mais pour l'ensemble des établissements, on peut regarder depuis le début de la crise jusqu'à fin janvier les chiffres agrégés pour l'ensemble de ces indicateurs. Et juste pour conclure, l'objectif c'est que évidemment les personnes se saisissent de cet outil et puis nous fassent part de suggestions éventuelles. Sur le site, il y a une adresse de contact. Donc, si vous pensez qu'il y a des analyses de restitution qui seraient pertinentes à construire et à partager, on est évidemment preneur de ces éléments, de ces idées. La première question, c'était quelle sorte de paramètres démographiques y a-t-il dans ces données ? Alors, on a la possibilité d'identifier donc l'établissement, donc avec son numéro FINES. Donc, dans l'établissement, on a le département et la région. Et puis, on a également le code géographique de résidence des patients. Ça, ce sont dans les données PMSI, donc dont sont issues les statistiques qui sont dans Scan Covid. Alors, il y avait ensuite une autre question qui était « Est-il possible d'identifier les unités médicales qui ont été transformées en USI ?» Ouais, alors là, Marlène a déjà posté une réponse un peu plus bas. Donc, la dernière réponse répond à cette question-là, Ok. du coup. Donc, je vais dire la réponse pour tout le monde. La réponse à cette question est donc pour les unités de médecine transformées en unités de SI. Par exemple, les consignes données aux établissements sont détaillées dans ce document. Bon, il faut aller sur la réponse et je peux vous donner des détails si vous voulez un peu plus. C'est qu'en fait, des établissements qui avaient déjà donc des unités, par exemple, de soins intensifs avec une certaine capacité, dont la capacité a été augmentée, on leur a demandé de continuer à transmettre sous l'UM qui existait déjà. Et pour ceux qui ont créé des unités pour lesquelles ils n'étaient pas autorisés jusque-là, on leur a demandé de créer des types d'autorisation liés à ces nouvelles autorisations de soins intensifs, par exemple, en mettant une date de début pour l'autorisation qui correspond du coup à la date d'effet de l'autorisation qui a été délivrée par l'ARS. Donc en gros, pour vraiment repérer les établissements qui ont changé de structure, qui ont récupéré les soins intensifs, il faut comparer avec leur situation avant et regarder les dates qui sont renseignées pour chaque type d'UM. Voilà, là j'ai une autre question. La mise en place de cette plateforme dans le contexte sanitaire est évidente, mais par la suite, est-ce que cette plateforme dédiée Covid sera pérennisée ? Y a-t-il une volonté de fournir une plateforme pour chaque prochaine thématique, exemple, virus récurrent, etc. Ça, je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui. Voilà, celle-là a été mise en place par rapport à la crise sanitaire. On n'a pas l'intention d'avoir une crise sanitaire qui perdure trop longtemps, comme tout le monde. Après, je sais pas pour les voilà. Ça n'a pas encore été étudié cette possibilité d'avoir une plateforme qui serait vraiment toujours active sur tous les virus récurrents. Je peux pas vous répondre aujourd'hui. Enfin, peut-être que Pauline pensait plus. Je ne sais pas si Pauline, elle peut réagir aussi en micro. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui. Donc effectivement, hein, cette application a été mise en place dans ce contexte que vous connaissez tous et du coup perdurera tant qu'on sera dans cette situation d'épidémie. Est-ce qu'il y aura d'autres thématiques sur des virus récurrents ? Tout dépendra, j'ai envie de dire, de l'actualité sanitaire du moment. Mais tout ce que nous envisageons de faire, en tout cas à TIH, comme vous avez pu le voir avec la première présentation d'Aline sur Scan Santé, c'est d'aller de plus en plus vers des restitutions par thématique sur des sujets qui intéressent nos utilisateurs. Donc, on a régulièrement des demandes et c'est un petit peu en fonction des demandes qui peuvent venir de partenaires, du ministère, qu'on a au fur et à mesure des années enrichi Scan Santé de nouvelles thématiques et puis aujourd'hui développer Scan Covid. Est-ce que c'est un petit peu l'avenir de Scan Santé, cette nouvelle forme, on va dire, de restitution? On y travaille, on y réfléchit actuellement.
Merci beaucoup pour cette Ça réponse. dépendra aussi des retours qu'on a sur cette première application thématique sur le Covid. Pour répondre sur les utilisateurs actuels de Scan Covid, donc c'est pour l'instant destiné aux acteurs de la santé, donc établissements de santé, ARS, institutionnels, etc. Donc tous ceux qui ont un compte sur Passerelle Plage. Autre question était « Bonjour et merci pour ces présentations. Auriez-vous un recul quant à l'utilisation de ces outils à des fins de recherche, valorisés sous forme de publication, en particulier pour le champ des dispositifs médicaux ?» Alors, la plateforme Scan Covid a été ouverte assez récemment, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de recul par rapport à l'utilisation pour répondre à la question. Ok, merci. Et il y a d'autres questions. La première question, c'est les consultations pour Covid sans hospitalisation ne sont pas comptabilisées dans ce module, point d'interrogation, comme ils sont hors PMSI. Et donc là, effectivement, par rapport à Scan Covid, c'est vraiment tout ce qui va être séjour et séance à l'hôpital pour un diagnostic de Covid. Donc, si par exemple c'est une consultation en pile, ça ne figure pas dans l'application. Donc, par rapport à toutes les statistiques qui sont présentées, c'est uniquement par rapport aux données, ça s'appuie sur les données PMSI qui sont recueillies par la TIH auprès des établissements de santé publics et privés. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une dernière question qui est comment peut-on expliquer sur les comorbidités qu'en 2020, on a presque le double qu'en 2019 en termes de proportion par séjour? Exemple, HTA, diabète, obésité. Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais... Alors là, j'ai pas la réponse. L'application Scan Covid, elle est uniquement sur les données 2020. Donc là, il n'y a pas de données de comparaison 2019-2020. Mais c'est une question qu'on va garder en tête et puis on pourra apporter des éléments de réponse si nécessaire. Mais il y a une institution effectivement, alors que j'aurais plaisir à vous montrer sur les diagnostics et qui sont regroupés sous forme de comorbidité, de symptômes ou de complications. Et on a donné des éléments de comparaison avec des chiffres 2019, mais qui ne concernent pas évidemment des séjours Covid, puisqu'en 2019, il n'y avait a priori pas de séjour Covid. On a, et c'est précisé dans la méthodologie, les chiffres 2019 correspondent au séjour de la CMD 04, qui est la catégorie majeure de diagnostic, la principale des séjours Covid. Et c'est pour donner des éléments de comparaison sur la spécificité du Covid par rapport à des affections respiratoires pulmonaires classiques. Voilà, donc faut bien regarder les éléments méthodologiques, mais c'est plus pour comprendre la spécificité des séjours Covid par rapport à des séjours pour problématiques pulmonaires de l'année précédente. Ok, merci beaucoup. Il y a une nouvelle question qui est apparue, qui est prévoyez-vous d'héberger un vrai serveur Shiny à l'ATIH? Investissement sur le long terme pour garantir que vous êtes les seuls maîtres des données sous-jacentes. Alors l'application est effectivement hébergée chez un hébergeur qui s'appelle Shiny Apps. Donc elle s'appuie aujourd'hui que sur des données qui sont préalablement anonymisées, c'est-à-dire qu'elle manipule que des agrégats où les effectifs sont supérieurs à 11. C'est une limite pour certaines institutions, ça oblige parfois à faire des acrobaties, et ça serait évidemment intéressant d'avoir un hébergement propre qui nous permettrait de maîtriser vraiment ces restitutions et notamment de donner un accès, donc, sous réserve d'une identification et d'une autorisation CNIL à des effectifs inférieurs. Donc la question de l'hébergement sur un serveur propre, c'est effectivement d'actualité. Là, on était plus dans une démarche de prototypage, tester une application Shiny, et puis on envisage peut-être de poursuivre, et du coup, dans ce cas-là, on ferait un investissement de ce type-là.